Première question. Quels sont vos rapports avec le ministre Touré Mamadou? Ben, je n'ai pas de rapport particulier. Comme mes rapports, c'est les représentants du gouvernement. Moi, je suis à l'Assemblée, donc on... Vous êtes également porte-parole du PDCI, c'est cela? Quand ils viennent, c'est pour débattre des problèmes de la nation. Très très bien. Et en tant que député, nous avons un regard sur l'action gouvernementale, un regard selon qu'on est de l'opposition ou qu'on est du parti au pouvoir, mais on doit avoir un regard critique, prospectif et constructif. On va poser la question. Il vous propose un duel, un débat à la télévision. Est-ce que vous êtes prêt pour ce combat de titans? Mais on ne fait pas un combat au hasard, je le lui ai dit. Nous allons bientôt aller aux élections locales. J'espère que les médias nous donneront l'occasion que chaque parti défende ses candidats. Et si tant est que c'est lui qui est le représentant des choses et que moi je suis le représentant, nous allons débattre. Moi, on ne se promène pas dans la rue pour se débattre comme ça. Très bien. Alors, l'actualité, vous la connaissez. Oui. On part sur une de vos affirmations. Vous connaissez le fameux point de dernier de la classe, puisque ça vient de vous? Non, mais vous avez été présent à ma conférence de presse. Je vais vous dire exactement ce que j'ai dit. C'est ça qui importe. On m'a dit qu'il disait que je bavardais et qu'il va avoir un débat entre moi et le porte-parole du PPACI. J'ai dit ceci, qu'il est chargé de l'éducation et de la formation et de l'emploi des jeunes. C'est un dossier extrêmement important et qu'à l'évaluation de la Cour des comptes que j'ai eue, il est parmi les 15 derniers. Et que je préfère discuter avec les 15 premiers que les derniers. Et qu'il a le temps de faire du progrès, d'apprendre son devoir de maison. Quand il aura fait suffisamment de progrès, on pourra en parler. Et ce document, c'est un document officiel? C'est un document officiel. Je peux vous dire que j'ai vu plusieurs débats sur les médias. Ça m'étonne que les médias ne sachent pas des documents qui sont de nous. Alors, je vais vous donner les références. Okay. Il s'agit de l'expédition 44, numéro 44, de septembre 2022 de la Cour des comptes, à la page 51. Vous verrez bien l'évaluation, la performance de tous les membres du gouvernement. Et c'est sur quels critères, justement? Est-ce sur la Vous gestion? verrez bien dans ce document, les critères sont définis. La Cour des comptes est une institution de l'État. Oui, mais comme vous y avez eu accès, est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux critères sur lesquels ce classement a été établi? Mais vous êtes un ministre ou une structure. Vous avez un objectif. Vous avez un programme. Et vous savez qu'on est passé du budget de moyens au budget programme. C'est ça. Donc les programmes sont évalués. Et un des instruments de permettre au gouvernement, à l'exécutif et au Parlement d'exécuter, c'est une institution crédible qui a des hommes forts, qui évalue donc ces programmes. Et il m'a semblé que les gens ont dit non, c'est une affaire d'ordre protocolaire. Ce n'est pas un ordre protocolaire. C'est une évaluation en bonne et due forme qui classe selon le taux d'exécution et les performances. Vous avez l'impression que vous ne parlez pas de la même chose? Hein? Vous avez l'impression que vous ne parlez pas de la même chose? C'est-à-dire que... Moi, j'ai donné les références du document. Et pour ceux qui enregistrent ces contre-performances, donc les 15 derniers que vous avez mentionnés, est-ce qu'il y a des... c'est juste à titre nominatif, informatif, ou bien est-ce qu'il y a des sanctions la Cour des comptes n'a pas un pouvoir de sanction. Oui. C'est un instrument d'évaluation de l'État. C'est comme un tableau de bord. Vous avez un tableau de bord, vous êtes là. Si le tableau vous dit que vous n'avez pas assez de carburant, que vous pensez que vous pouvez partir, vous partez. C'est à l'exécutif de voir. Et ça permet justement, moi je pense que la valeur que moi je peux tirer, ça permet aux acteurs du gouvernement de se corriger, de s'évaluer, de tirer les leçons de cela. Alors, sur l'exécution des programmes, il y a 3 piliers dans ce ministère: l'insertion professionnelle, le service civique et la promotion des jeunes. Oui. On sort quand même du Covid. Quasiment pendant 2 années, le monde a été arrêté. Comment voulez-vous, dans ces cas, dans ces conditions, que des institutions soient performantes compte tenu de l'impact qu'a eu, par exemple, le Covid? Parce que c'est aussi des explications qui sont données quand on fait des analyses et des évaluations. Mais donc il faut un peu de recul aussi, quand vous faites une évaluation, il y a des facteurs communs. Le Covid a affecté tout le monde. Donc, vous n'avez pas dit que ça a affecté... Mais encore plus les jeunes. Notamment. Vous pensez plus les jeunes que les agriculteurs? Ben oui, parce que ce ministère, quand même... Vous pensez plus que les agriculteurs, plus que les industries, plus que les commerçants? Oui, fortement. Ah bon? Mais c'est votre point de vue, mais je dis que cela... Parce que si vous ne mobilisez pas les fonds
pour déployer les programmes. Comment est-ce que vous allez être performant? Mais tout le monde a eu des problèmes de mobilisation. Oui, mais justement, donc ceux qui sont les bailleurs de fonds, quand ils sont en difficulté, comme on le voit aujourd'hui avec l'Ukraine d'ailleurs. Oui, mais j'ai dit... Comment vous faites? J'ai dit, la mobilisation des fonds, elle a été pareille pour les ministères qui ont été classés premiers comme pour ceux qui ont été classés derniers. Alors, qui est premier Vous regardez dedans, mais le premier, c'est le ministère des Ressources animales et halieutiques. Très bien. Élisée Bolougoué. D'accord. D'accord, ok. Monsieur le porte-parole, on a vu, ou du moins on a lu pendant une de vos interviews que vous êtes revenu un peu sur les différents départs du PDCI. Oui. Depuis quelques mois, on assiste quand même à des départs. Oui. Voilà. Pardonnez-moi, Élisée, je reviens à votre question tout à l'heure, mais je crois que pour finir sur le point de l'intervention avec le ministre Mamadou, aujourd'hui vous avez entendu la réponse. Comment vous jugez la réponse que le ministre Mamadou a accordée à votre déclaration? Mais je n'ai pas de jugement à faire cela. Moi, j'ai fait un constat. Je suis un député, je suis un cadre de la nation, comme vous et moi. Un ministre, quand il se déplace, c'est aux frais du contribuable. Il a assuré par le Front National, il a un travail. Le président de la République a donné des priorités à une vision que nous partageons pratiquement tous. Sur ce point, il n'y a pas de problème. En 2022, il réalisait le discours à la nation du président de la République le 31 décembre 2021. Il a dit que l'année 2022 était l'année de la priorité de l'emploi jeune et des femmes. L'une des priorités, il y avait 3 priorités pour 2021. Ça faisait partie d'une des priorités. Voilà. Il y avait la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance qui était le point 2. Merci de rappeler cela. C'est ça. Il revient en 2023, au 31 décembre 2022, pour dire c'est une année. Ça dit que le président de la République accorde une priorité à sa vision de cela. Donc pour nous, c'est extrêmement important. C'est le président a perçu l'importance de la jeunesse, de l'avenir du pays. Et c'est ce que j'ai dit. Donc si on vous confie une telle mission, l'avenir du pays, il n'y a pas meilleur que ça. Et je pense qu'on doit pouvoir écouter tout le monde, faire le diagnostic 2022, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on doit faire, quelle est la stratégie à mettre en œuvre, quelle est l'orientation stratégique nouvelle qu'on doit donner pour le faire. Mais quel est l'objectif que vous visez quand vous révélez que c'est le dernier de la classe? Je n'ai pas dit que le dernier de la classe, je dis parmi les 15 derniers. Oui. Il faut dire les choses à leur place. Disons qu'il est en milieu de tableau, peut-être. Ça veut dire que... Bon, il peut être parmi les premiers des 15 derniers, par exemple. Mais quand vous révélez ça, quel est l'objectif? Par rapport à l'objectif, à la vision du président de la République, à l'intérêt que tout le monde accorde à la République, il a du travail à faire. Est-ce que vous avez des pistes de propositions, de solutions que vous voulez... S'il le veut bien. Mais moi, je peux vous dire une ou que... deux, par exemple, non, moi, je par peux rapport vous à ces dire... comptes performances. Voyez-vous, le problème de la jeunesse en Côte d'Ivoire, c'est l'éducation, c'est la consommation de la drogue, c'est l'oisiveté et c'est les opportunités d'emploi. Mais ça, c'est pas Le nouveau. service Non, civique, attendez, ouais. vous m'avez posé une question et je Vous vous enfoncez une porte ouverte. Oui, mais si la porte est ouverte, il faut y entrer. Donc, entrez, mais c'est pas nouveau. Alors, mais ce n'est pas nouveau, mais le problème de la jeunesse perdure. C'est ça. Très bien. Je viens de suivre évidemment sur la radio nationale que le problème de la drogue, vous avez vu, quand on a commencé le début de l'année, avec des suicides. Et en général, c'est des jeunes. Vous savez ce que c'est qu'un suicide? Ça dit c'est du désespoir total. Moi, j'étais en Algérie, tout d'abord avec ma mission parlementaire, et nous avions déjà commencé à voir les prémices des problèmes de Tunis. Et il nous a été dit que la plupart des jeunes qui partent, on n'a pas dit que c'est des Ivoiriens, mais ils partent d'une plateforme autour de la zone de Daloa. Oui. Cela veut dire que c'est un véritable problème. On est dans un pays où on veut créer le bonheur. Et les gens fuient le bonheur pour aller dans le malheur. C'est qu'il y a un problème. Et vous êtes en charge de ce domaine sensible. Et une institution de la République vous dit, vous n'êtes pas parmi les meilleurs. Je ne fais que le révéler. Mais monsieur le député, Oui, excusez-moi, on ne va pas faire de la politique Oui. politicienne, mais vous qui êtes un responsable du PDCI, vous n'êtes pas sans ignorer que votre gouvernement, sous la présidence de M. Bédié, avait lancé des fonds jeunes qui ont Oui. été une catastrophe. Donc, je veux dire, les faillites ou la défaillance qu'on peut observer vis-à-vis des politiques en faveur de la jeunesse... Vous avez parlé de catastrophe. Moi, je ne sais pas si c'est une catastrophe. Ça demande peut-être des corrections et un travail de longue haleine. C'est un qualificatif que vous avez fait. Oui, mais attendez, on a bien vu des jeunes à qui vous avez accordé des fonds qui ont quitté le pays et ce programme que vous avez développé n'a jamais Vous savez que le été quelque chose de PDCI pérenne. RDA avait commencé son programme réel à partir de 1900, quand le président Bédié, en 1995. 4 ans après, on nous a chassé du pouvoir. Pour pas, quel instrument, quand vous n'êtes plus au pouvoir, de venir vérifier. Un programme, ça se fait en termes d'objectifs, en termes d'axes stratégiques, en termes d'action et en termes d'évaluation. Vous estimez que 4 ans, ce n'est pas suffisant. Ok, sur la durée, et quelle Mais durée nous sommes à moyenne 12 ans de pouvoir et on a encore des problèmes. Nous parlons de 12 ans de pouvoir. Là. Ouais. Alors on ne parle de 12 ans de pouvoir et on évalue. Donc, moi je pense que, moi, Brédumi, je pense, en tant que responsable politique et en tant que parlementaire,
je rencontre des ministres du pouvoir. Quand je pose mes problèmes et on en discute, je fais des propositions. Je vais vous donner 2 exemples. Je ne suis pas dans la commission de la santé. Mais quand le ministre de la Santé devrait aller présenter son dossier sur l'ordre des médecins, je me suis déplacé pour aller voir. Monsieur le ministre, j'ai posé 3 problèmes. Monsieur le ministre, il y a un problème de sang. On n'arrive pas à la voir, c'est magnifique, etc. C'est un ingénieur, il a pris une note, il n'est pas un médecin. Il a dit qu'il me remercie. J'ai dit, monsieur le ministre, il y a un 2e problème, c'est le tronc commun à Abobo Adjamé, qui pose, j'ai expliqué, je ne vais pas, comme on n'a pas là, j'ai expliqué. Et 3e problème, c'est comment on appelle les infrastructures? Non, pas les infrastructures, la motivation des médecins. Ok, d'accord. Quelques moments après, le ministre a pris des actions, il y a une nette amélioration, il m'a reçu, du problème d'accès au sang. Ça, il faut le reconnaître. Ouais. On a uniformisé, plafonné les prix à 3 Deuxièmement, on ne va plus faire le tronc commun, on va faire une faculté à San Pedro. Aujourd'hui, le problème des médecins, c'est que vous avez vu qu'il y a une fuite des cerveaux des médecins. Exactement. C'est-à-dire que les problèmes que j'ai posés, qu'on a discutés en aparté, qui ont été faits, il a commencé à les aborder exactement. Alors pourquoi vous n'avez pas eu ce dialogue avec le ministre Touré? Pourquoi vous n'avez pas cherché à le rencontrer? C'est surtout, est-ce que vous avez Mais lui, il l'impression parle de débat, il ne parle pas de dialogue. Non, mais vous pouvez le rencontrer. Mais c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit qu'il y a un suffisamment de problèmes. S'il veut un dialogue, on peut le faire. Mais si un débat, c'est autre chose. Honorable, moi je pense qu'il n'y a vraiment pas de débat. Vous jouez votre rôle. Oui. Le rôle de l'opposition, c'est de fustiger, c'est de critiquer. Vous faites votre rôle. Sur ce point-là, Et de proposer aussi. Et de proposer aussi, oui, c'est ça. Et comme il le fait, Je n'ai pas fini de faire mes propositions quand vous l'avez arrêté. Donc vous faites justement votre rôle. À ce niveau, vraiment, moi, je n'ai pas trop grand chose à dire. Mais là où je pense quand même qu'il est important qu'on puisse comprendre ce qui se passe, c'est au sein de votre famille, le PDCI. Depuis quelque temps quand même, on a constaté un certain nombre de départs de votre maison. Et c'est vrai que dans certaines conférences de presse, vous avez tenté plus ou moins de minimiser ces départs-là, de même les juger de vraiment des départs qui ne peuvent pas affecter d'une manière ou d'une autre le PDCI. Mais est-ce que objectivement, aujourd'hui, quand vous prenez un peu de recul après cette conférence de presse, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose à faire, que ce n'est pas aussi simple ou bien aussi minimisable comme vous voulez le faire croire? Non, moi j'étais toujours un débatteur franc. Je n'ai jamais nié qu'il n'y a jamais. Je dis, les départs ont commencé massivement en 2018. D'abord, il faut se dire qu'il y a eu une grande tectonique au PDCI RDA. C'était en 1994 avec la création du RDA. C'est ça. C'est une grande tectonique. Les gens oublient l'histoire qui a fragilisé à terme le PDCI RDA jusqu'à au coup d'État. C'est parti de là-bas. Avec l'idée qu'on ne donne pas la parole aux gens, avec l'idée qu'après on était contre une catégorie de personnes, etc., etc. Donc ça a fragilisé le PDCI RDA. En 2018, comme en 1946 d'ailleurs, ça a fragilisé le PDCI RDA. Mais le PDCI RDA tient debout. Et le PDCI avance. C'est le renouvellement des départs que quand ça manque, ça pose un problème. C'est ce que j'ai dit. Mais M. Bridoumi, je vous prends au mot. Vous avez évoqué l'historique de 1994 avec la scission, le RDA qui s'est créé, ou des 4 pattes. Là, on revient, je dirais, pratiquement plus de 25 ans. Quand c'est 4 parts, quelles conséquences ça a sur le parti? Non, comme il a dit, ça a touché d'une manière ou d'une autre le parti, parce qu'on arrive au coup d'État. Et là, on est en 90, comme vous le dites, et même aujourd'hui, en 2002, des débats se font chaque fois. Et ce n'est pas forcément des personnes aussi des moindres. Est-ce qu'il n'y a pas une matière à réflexion réellement au sein du PDCI pour savoir qu'est-ce qui se passe? Parce que là, les faits que vous évoquez en 94 sont des faits aussi qui sont évoqués aujourd'hui. Comme quoi on ne donne pas la parole, comme quoi vraiment on a l'impression qu'il y a une pensée unique, on ne crée pas le cadre du débat. Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à mener là? Moi, je vais vous dire une chose. Quand vous regardez l'actualité, dans quel parti majeur les cadres peuvent s'exprimer publiquement et puis demain, c'est comme si rien n'était? Il n'y en a pas. C'est le seul parti où les cadres se lèvent, ils vont même plus loin en disant oui, il faut mettre le président à la retraite, il faut mettre telle chose. Et puis le lendemain, on conduit. Il y a une stratégie qui se met en place. Aucun parti majeur, dans aucun parti majeur on peut le faire. Mais M. Bridoumi, quand vous dites ça, il est important de souligner que peut-être qu'il n'arrive pas à parler dans le silence, dans l'anonymat, c'est peut-être dans le secret, c'est peut-être pourquoi il parle en public. C'est dans nos journaux, dans nos canaux. De ceux qu'on a reçus ici, de ceux qu'on a reçus ici, M. Bridoumi, certains disent qu'ils avaient même l'intention de rencontrer même le président pour leur faire des propositions. L'opportunité n'a pas été au fait. Voilà, l'opportunité n'a pas été au fait. On a demandé même de faire des petites notes. Oui, j'ai suivi ça, mais moi je ne parle pas du passé. Ok, d'accord. Moi je pense qu'on a des canaux officiels, on n'est pas autorisé à aller dans toute la presse nationale. Le débat ne se fait pas, on ne nous donne pas autant de place dans les médias publics que vous le faites. Je vous félicite pour cela. Et on peut peut-être en parler. Mais nous avons nos canaux internes.
qui est le PDCI TV, qui est les journaux proches, je suis obligé de le dire, de nos journaux proches, par lesquels on offre. Est-ce que vous m'avez vu, moi, Brodoumier, un jour, à la grande une d'un de nos journaux proches? Parce que sur le porte-parole, on laisse les autres. Mais vous pensez que si on n'avait pas cette autorisation-là, on pouvait le faire passer? Moi, je viens de quitter toute une réunion avec le responsable de nos presses tout à l'heure. Mais nous leur disons, il faut leur donner l'occasion de s'exprimer. Mais est-ce que justement... Non, mais sur la question du reproche, le reproche, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a matière à réfléchir? C'est ce que je dis. Mais parce que là, par exemple... Il y a matière à réfléchir pour tout reproche. Voilà, parce mais que est-ce que les reproches sont fondés? Parce que là, il y a comment on appelle ça, monsieur Akossi Benjo, dont j'ai lu l'interview dans le Nouveau Réveil, qui a dit effectivement qu'il ne part pas, contrairement à ce que la rumeur l'annonçait partant. Il a dit qu'il ne part pas. Mais il a dit qu'il y a des réformes qu'il faut faire au sein du PDCI. Il a évoqué ça, il a dit qu'il y a des choses à rectifier. Donc je me dis quelque part, est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui s'entend? Mais c'est un des cadres importants pour les réformes qui sont en cours. Ok, d'accord. Il est un des acteurs importants. Rappelez-vous que M. Akossi Benjo n'est pas nouveau dans sa forme de réforme. C'était les rénovateurs, sous le président Oufoué. Donc, il y a des gens qui ont cet esprit de rénover, de réformer. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. Dans une équipe, il faut des gens qui soient des précurseurs. Monsieur le député, mais il faut pas... Oui, s'il vous plaît. Ces contributions éditoriales que vous évoquez, est-ce que ce ne sont pas les arbres, enfin l'arbre qui cache la forêt, l'absence de démocratie au sein de votre parti, et puis le fait que le président Bédié, excusez-moi, c'est un peu le grand timonier du PDCI. Voilà, donc je veux dire, ne vous cachez pas derrière le fait que des journaux fassent leur travail d'information pour dire qu'il y a une liberté et que finalement tout ce qui se passe est relatif. Vous savez, tout dernièrement, le président du PDCI RDA a autorisé une tournée de consultation de toute la base. Toutes les bases. Les 357 délégations ont été visitées. Et on a fait un rapport. Les gens ont parlé librement, le président n'était pas là. Et il y a tout un travail qui a été fait. Et justement, M. Akossi Benjo est un des cadres qui sont chargés d'exploiter l'exploitation. Donc, un président, il vous a autorisé à faire exploiter, on lui donne des matrices de décision à prendre. On avait dit, la parole était, le pouvoir était trop centralisé. Le président du parti, le secrétariat exécutif. Mais le président du parti, face à ça, en 2021, a créé des organes pour appuyer. Comité politique, comité de surveillance, etc., où tous les cadres, près de 600 cadres se sont répartis dedans. Et c'est ces cadres-là qui sont aujourd'hui en train de pouvoir s'exprimer à partir de ce qu'ils ont eu comme base. Donc on peut dire qu'il y a une restructuration rapidement. Il y a une restructuration, c'est une PDCI. Mais est-ce que vous pensez qu'au-delà de ceux qui restent encore dans votre parti, des doyens, de ceux qui tiennent, de ceux qui tiennent ce parti historique, parce que c'est quand même un vieux parti, de ceux qui tiennent ce parti historique, est-ce que vous pensez qu'au regard de la jeunesse, on parle de l'année de la jeunesse, est-ce que vous pensez que le PDCI attire encore de nouveaux entrants, surtout les jeunes? Est-ce que votre parti est attirant encore? Contrairement à ce que vous pensez, une offre à faire. Vu l'évolution des événements depuis le moment donné et la communication que nous faisons, les jeunes estiment qu'il y a un rêve du passé qu'il faut revivre. Et c'est le PDCI RDA. Un rêve du passé, lequel? Je m'étais dit, les jeunes n'étaient pas là. Les jeunes n'étaient pas là à ce moment. Dans le rêve, M. Bredoumi. Les jeunes n'étaient pas là dans le passé, oui. Même dans le rêve, il y a le passé. La nostalgie, je vous l'ai dit. Vous savez, quand les jeunes se rendent compte de ce que nous avons bénéficié du PDCI RDA, les conditions de formation, les conditions de vie, les conditions de travail, les conditions de promotion, qui pour eux sont bloquées aujourd'hui, qui leur créent des suicides, ils se disent quand même, si le PDCI RDA peut venir nous faire ne serait-ce que la moitié de ce qu'ils ont fait au passé, nous serons... Mais est-ce que c'est le même contexte? Parce qu'on est dans un contexte différent. Mais c'est la vision. Oui. La vision et les gens pour mettre en œuvre cette vision qui s'adapte au contexte. Mais M. Bérédoumi, je suis un peu... Excusez-moi de revenir dessus, mais aujourd'hui, c'est vrai que peut-être ceux qui sont là, qui dirigent le parti, ne s'appellent pas le PDCI, mais c'est des purs natifs du PDCI. Oui, c'est en 1994 qu'ils ont juste quitté le PDCI. Oui. Donc, c'est des gens qui ont vécu sous fouet, qui ont appris la philosophie du pouvoir. Quand vous n'arrivez pas à l'implémenter... Quand vous quittez les catholiques pour aller chez les protestants, c'est même Jésus, mais ce n'est pas la même façon de servir. Donc, le vrai bonheur, c'est-à-dire que là, vous êtes dans une position un peu oufouetiste. Le vrai bonheur, on l'apprécie quand on l'a perdu. Alors, ce sera votre ligne pour les élections locales, ramener les élections locales. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que c'est bientôt. Oui. Nous allons développer des thèmes et nous allons faire ce que nous avons commencé et à dire où est-ce qu'on veut aller. Voyez-vous, nous allons faire aussi des bilans. Il y a des bilans de certains de nos maires
de certains de nos présidents de conseil régionaux qu'on en a, on fera le bilan. On fera le bilan aussi des contraintes et des freins qui ont été mis contre eux. Mais malgré cela, ils ont des bilans. Donc on va faire tout ce point. Lesquels de freins, par exemple? Mais on n'est pas là pour faire le bilan. De subventions, oui, mais dites-nous. Parce que... Non, on n'est pas là pour faire le bilan. Élisée, pardon. Monsieur le député, vous êtes à l'Assemblée. Beaucoup de responsables de collectivités locales se plaignent de ne pas avoir les fonds pour travailler. Est-ce que quand vous parlez de freins, vous évoquez ces freins-là en particulier? Mais oui, nous avons fait, donc, à l'analyse du budget de l'État, nous étions le seul groupe parlementaire qui a parlé du problème de la dotation des communautés de France. Nous avons même chiffré le pourcentage. De quoi, des collectivités locales ou... Des collectivités locales. Ok, d'accord. Et c'est moi qui ai lu la déclaration du groupe parlementaire. Très bien. Et nous avons fait une proposition au gouvernement sur tous les plans. Et nous, quand nous critiquons, nous faisons des propositions. Nous sommes un parti qui n'aime pas la machette, qui n'aime pas l'arbre, qui n'aime pas tout. Un parti qui fait des propositions. Et Dieu merci, je pense que ceux qui ont des oreilles pour nous écouter, nous écoutent. D'accord. Monsieur Boutoubi, avant d'évoquer les autres points concernant l'actualité nationale, parce que c'est un peu l'exercice aussi, on a des points concernant l'actualité sur lesquels on souhaiterait que vous réagissiez. Pour terminer sur le point du PDCI, selon vous, qui ou qu'est-ce qui est à l'origine des départs au PDCI aujourd'hui? Qui ou qu'est-ce qui? Quels sont les motifs? Les motifs. Ben, la vie est un choix. Le président de la PDCI a dit que à la croisée des chemins, chacun. Et des gens estiment que ils peuvent avoir leur bonheur par ailleurs, et ils vont aller, mais je peux vous avouer qu'il y a déjà 3 qui sont en train de revenir. Ah oui. Ah, qui sont pas dit qu'ils sont en train de revenir. Votre lobbying a marché. C'était rapide, Non, on ça. n'a pas besoin de... C'était trop Non, pas parmi les nouveaux. Ah, ok, d'accord. Pas Parmi les nouveaux départs. Pas parmi les nouveaux départs. Ah, d'accord. Vous savez que... Il y a 3 anciens qui étaient... Sept départs, en fait. Qui sont où en ce moment? Mais ils sont venus, il y a un ancien DIRCAB d'un ministère qui revient, qui est revenu. Ils viennent de quel parti? Ben, Quand il va venir, vous allez voir. Quand M. Gouali, à la même place où vous êtes assis aujourd'hui, dit que depuis qu'il est arrivé au RHDP, il n'a pas encore mangé, mais il grossit, ça vous fait sourire? Mais moi, je n'ai pas... Moi, j'ai... Quand vous me voyez, là, est-ce que j'ai besoin de grossir? Est-ce que c'est Moi, nécessaire? je n'envie pas ceux qui sont gros. Excusez-moi. Hein. Donc, moi, Il n'y a pas de problème. Je vous en veux pas. S'il pense que grossir est un indicateur de bonheur, mais ça, c'est son indicateur. Madame, nous, on ne doit pas s'en plaindre. Bien sûr, bien sûr. La liberté de choix. Honorable, juste le dernier point avant qu'on ne passe à l'autre point. Oui. À quand le prochain congrès qui aurait dû être fait mais qui avait été reporté au mois de décembre? Dans ce mois de mars. On vient d'en parler. Vous avez une date? Ouais, la date va être communiquée dans les jours qui viennent. Mais c'est dans ce mois de mars? Oui, dans ce mois de mars. D'accord, merci de poursuivre. Politique nationale, on évoque le point. Vous avez suivi comme nous l'interpellation, donc en tout cas la convocation déjà la difficulté que le PPACI a eu à faire des meetings. Ouais. Ensuite, toujours concernant l'actualité PPACI, il y a eu la convocation du secrétaire général d'Amana Picas. Oui. Et puis certains militants, on a appris aujourd'hui, transférés donc à la MACA pour trouble à l'ordre public. Comment vous réagissez à ces questions? Mais ces genres de situations, nous avons eu 2 déclarations du président du PDCI-RDS. Le 29 septembre, à Daoukro de 2022, il a parlé de ce que on ne met pas en œuvre les recommandations du dialogue politique. Ayam Sokoro, il a dit que notre pays peine à engager un dialogue franc. Et ça a fait des débats, on peut en parler. La petite pique. Ouais, la pique. Et moi, je peux vous dire une chose. Moi, Soumaïla, fils de Kwasi Bredoubi, vous ne me verrez jamais aller dans un milieu public pour faire des invectives et insulter le président Alassane Ouattara. Ce n'est pas possible. Je ne le ferai jamais. Je ne ferai jamais ça pour le président Laurent Gbagbo et je ne veux pas qu'on fasse ça pour le président en économie. Pourquoi? Nous sommes près de 30 millions. Aujourd'hui, sur nos terres ivoiriennes, il y a un président en exercice, il y a 2 anciens présidents. Il n'y a que 3. Dieu les a oints de quelque chose que nous n'avons pas. Autorité. Et n'oublions pas que dans toute chose, si la justice de l'homme est injuste, la justice de Dieu, elle ne pardonne pas. Donc moi, je pense que quand le président Bédié parle devant le président Ouattara, et que le président Ouattara fait fi dessus, parce qu'ils savent que c'est le quota, mais et que le président Gbagbo est assis là, et que le lendemain, ces gens de ces événements arrivent, il y a quand même un problème. Moi, j'avais déjà attiré l'attention en interne au PDCI-RDA pour dire que nos frères du Nord qui sont au PDCI-RDA ne sont pas libres
d'exercer leur militantisme comme il le faut. J'ai eu même des attaques en interne. Et j'ai des écrits, je peux vous les faire. Et il y a eu des propositions des reconquêtes du Nord qui ont été faites au président. Mais voilà qu'en direct, dans ce pays-là. Et les jeunes gens, moi, je les ai écoutés. C'est parce que ce dialogue ne m'a pas permis d'expliquer à ces jeunes. Ils accusent des gens d'avoir été à la base de leur malheur. Vrai ou faux, raison ou pas raison, mais si ce dialogue d'explication était fait par les uns et les autres, que les jeunes gens avaient compris, peut-être que cela ne serait pas arrivé. C'est ce que nous réclamons. Aujourd'hui, vous estimez que la liberté, notamment de militer, de manifester, n'est pas garantie dans le pays et que vous appelez, par exemple, à un nouveau round du dialogue politique? Ce n'est pas le round qui pense, c'est l'application de ce qui a été fait. Oui, mais il faut se voir pour évaluer. Mais justement, et c'est de ça que le président Henri Konan Bédié parlait. Alors, sur la liberté de manifester, est-ce que vous estimez qu'en Côte d'Ivoire, en 2023, cette liberté est garantie par les autorités, en tant que responsable politique et membre de l'opposition? Moi, je pense que la liberté de manifestation n'est pas totalement garantie. Pas totalement, mais je veux dire, elle est globalement garantie. Parce qu'il y a d'autres qui peuvent le faire à satiété. C'est ça, à la tête du client. D'autres le peuvent faire à la société. Ceux-là, je ne peux pas leur dire que ce n'est pas garanti, mais d'autres le font à minima. Il faut reconnaître que, est-ce que l'événement qui a conduit donc à la déclaration du vice-président Stéphane Kipré n'était pas, en termes d'importance, en termes de nombre, c'était un seul événement, sinon il a pu parcourir, il parcourt toujours. Il y a eu le meeting d'Anono récemment. Mais en quoi est-ce qu'un Ivoirien comme vous et moi ne peut pas aller à Ndakoro dans mon village et puis faire... Moi, je vais vous donner un exemple. Mais je crois que cette situation, il faut le reconnaître, ici a été condamnée même par les membres du parti au pouvoir. Moi, je n'ai pas senti cette condamnation. Comment vous voulez la sentir, monsieur? Moi, je ne l'ai pas senti parce que quand on est au parti au pouvoir, on est responsable de la liberté des gens. Et que des gens qui sont venus à être découverts et que vous n'interpellez pas. Vous qui êtes au pouvoir et que vous condamnez. Mais nous qui sommes dans l'opposition, nous, on doit faire quoi? Très bien. À propos de condamnation, j'ai lu, je pense hier, une de vos déclarations qui condamnait la situation des subsahariens, particulièrement des Ivoiriens, en Tunisie. Oui. Vous savez, le PDCI est un parti responsable. Voyez-vous, nous faisons tout dans la forme et dans le fond. Nous avons toujours dit, le président du parti m'a toujours dit, ce qui relève des affaires étrangères et de la défense, c'est la souveraineté du chef de l'État. Il faut faire attention. Donc vous avez constaté que c'est le groupe parlementaire qui a fait la déclaration, et non pas le parti. C'est ça. Cela a un sens politique. C'est un sens politique parce que, même si on endorse, on a mis la forme. Parce que c'est eux qui reprennent les populations. Et il s'agit des problèmes de population. Donc, et les représentants du peuple de notre parti donc, font des propositions à l'État. Ils ont condamné et ils ont fait des propositions à notre État. C'est ce que je voulais savoir. Est-ce qu'on peut revenir sur quelques éléments de ces propositions aujourd'hui? Oui. Parce que nous autres sur le plateau ici, on a aussi fait des propositions. Mais peut-être on va voir si c'est aligné. Non, mais vous avez lu notre... Pour nous, on l'a publié. Oui, je l'ai lu, mais tous ceux qui vous regardent aujourd'hui n'ont pas forcément lu. Donc, la première proposition, c'est d'abord que l'Union africaine et les organisations interpellent les gens pour assurer la sécurité pour que les gens de là-bas. La deuxième chose, que notre État s'organise pour assurer le retour de nos concitoyens, puisqu'ils ne sont pas chez eux. Et que les conditions d'accueil soient créées, les conditions d'insertion soient données à ces jeunes et ces personnes qui viennent. On ne va quelque part que quand on estime qu'on n'a pas mieux chez soi. Maintenant, si ils ont vu le malheur là-bas, s'ils viennent, qu'ils ont des bonnes conditions, ils n'iront plus. Est-ce que vous pensez, pour l'instant, vu qu'on n'a pas encore eu de déclaration du ministère des Affaires étrangères, est-ce que vous avez approché le ministère des Affaires étrangères pour comprendre les propositions ou bien les solutions qui peuvent être faites dans ce sens? Est-ce que vous allez la convoquer à l'Assemblée en avril quand vous reprenez la session? Non, on ne la convoque pas, on l'invite. Enfin, l'inviter, pardon. Mais bon, à prendre le café et à s'adresser à vous. On l'invite à une séance parlementaire. Vous savez, nous, notre PDCI RDA, nous avons plusieurs canaux. Il y a des canaux diplomatiques, il y a des canaux qui passent par nos chefs, et il y a des canaux parlementaires. Nous sollicitons souvent les militaires pour venir parler. Nous avons sollicité, certains ne sont pas venus. D'ici là, si la solution est trouvée, non, il n'y a pas intérêt à venir. C'est des prévisions maintenant qu'il faut faire. Maintenant, si ce n'est pas fait, qu'il y a des choses, à la reprise, nous pouvons le faire. Je pense même que la situation est tellement sérieuse que le président de l'Assemblée nationale pouvait même faire une section extraordinaire pour dire qu'il y a un souci, il faut convoquer. Il est parlé au président du Parlement
déduit de l'Assemblée nationale pour dire qu'il y a une situation exceptionnelle. Nos concitoyens se disent, je demande aux députés de venir en journée exceptionnelle pour recevoir Mme le ministre pour des propositions. Et nous sommes prêts à faire cela. Bravo. Parce qu'il s'agit de jeunes étudiants qui sont malheureusement agressés. Donc, il leur appartient de président de l'Assemblée nationale. Et moi, je pense que c'est une bonne idée, là, je veux lui le transmettre, pour dire, mais quelquefois aussi, vous avez vu sur le problème malien, nous avons adopté une attitude. Quelquefois aussi, les canaux diplomatiques souterrains sont plus efficaces que du brouhaha. Donc il faut d'abord comprendre le contour. C'est ça. Voilà. ça, Et c'est un président de la République là-bas qui a fait une déclaration dont la réponse doit venir en parallèle du ministre des Affaires étrangères, du Premier ministre pour parler. Là, on voit que c'est le PDCI qui a dirigé le pays qui parle. Voilà, Là. mais c'est comme ça. Parce qu'on avait vu la situation similaire en Ukraine où des jeunes étudiants étaient bloqués. Il y a une mobilisation pour pouvoir les faire venir. Maintenant, sur le dossier toujours de la... Et je vous ai dit que tout dernièrement, nous avons eu des réactions, des porte-parole sur la déclaration du président Bédié. J'estime que le président Bédié, quand même, pour le porte-parole, il a dit que non, et il va aller au PPACI, il a fait une déclaration mal appropriée. Mais la paix, là, ce n'est pas une situation où on n'aime pas, il n'y a pas des endroits. La paix, le président Houphouët-Boigny nous a dit que pour nous, le PDCI, c'est une seconde religion. Et chaque jour, il faut prier. Et il n'y avait pas meilleure occasion que pendant qu'on est là-bas, si le président Bédié était venu là et qu'il serait parti et qu'il n'aurait rien dit qu'après on parlait, on dit non, il était avec Ouattara, monsieur le président Ouattara, il n'a rien dit. Mais on a pris tout le monde à témoin pour dire qu'il y a un problème. Mais je pense que l'interpellation n'est pas juste pour le président Ouattara, c'est pour tous les Ivoiriens en fait qui le fait. Et puis en plus de ça, quand on dit qu'on va s'allier au PPACI et que ça, le président Houphouët va... Parce que je n'aime pas souvent qu'on parle de Houphouët comme ça. Mais moi je vous dis une chose. Le président Houphouët-Boigny en 1946, le groupe parlementaire RDA s'est apparenté au parti communiste. Vous ne connaissez pas ça? Voilà, apparemment. Le premier parti, après cela, qui s'est apparenté à un parti de gauche, c'est le RDR. Oh, lui, il ne connaît pas l'histoire du RDR. Le RDR s'est apparenté au FPI de Babo pour une question de survie. Voilà, les alliances, c'est souvent une stratégie pour la survie. Et puis, quand nous, on s'est alliés au président Babo en 2002, mais le ministre Admoni est rentré au gouvernement. Avec notre alliance, le RDR n'est pas rentré. Alors, moi, j'aurais attendu à ce moment, comme Houphouët ne doit pas, si on s'associe à lui, moi, j'ai fait au gouvernement. Alors, monsieur le député, donc 20 ans Je lui demande de laisser Bédié à part. S'ils ont des problèmes avec le PDC, ils n'ont qu'à venir s'attaquer à moi. Parce non, il n'y a pas d'attaque à avoir. Quand ils s'attaquent au président Bédié, ça nous montre, ça fait monter le sang. Moi, ça fait monter la tension. Voilà. Vous comprenez aussi que quand on s'attaque au président Ouattara, ça fait monter le sang. Mais moi, je vous ai dit ici. Je viens de répéter. Oui, vous l'avez dit. Le respect. Moi, je ne vais jamais. Oui, invectiver, ouais, le président. Et je ne l'ai jamais fait. J'attaque les actions de ces ministres, mais je ne vais jamais le faire. Attaquer le président Ouattara. L'autorité présidentielle. Monsieur le député. Parce qu'il représente quand même l'État. Monsieur le député. Voilà. 20 ans après, la lune de miel semble être parfaite avec l'ex-président Gbagbo. Est-ce que le PPACI et le PDCI iront en poule en liste conjointe lors des prochaines locales? Les qualifications, lune de miel, etc. Bon, ok, laissons. Allez-vous mettre ensemble. Une lune de miel, c'est pour l'éternité. C'est une métaphore. Oh, ça dépend souvent longtemps aussi. Voilà. Mais bon, en tout cas, de manière circonstancielle, est-ce que vous allez cheminer ensemble? Nous avons une stratégie de choix de nos candidats. Ok. Et quand vous dites nous, c'est quoi? C'est les deux partis? Le PDCI, ok, d'accord. Maintenant, quand on a fait, il y a une instance supérieure qui va juger de l'opportunité de faire des alliances à un moment donné pour pouvoir récupérer le pouvoir. Et nous avons donc, à ce niveau-là, il faut laisser la responsabilité et la prérogative au chef. Par exemple, sur Yopougon, on voit que ce sera très, très animé là-bas. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce que c'est une Mais Yopougon, nous allons le remporter de toute façon. Ce sera avec le PPACI ou seul? Ce sera un des grands succès des élections à venir. Seul ou avec le PPACI? Seul ou et... En tout cas, on va le prendre. On vous recevra après la victoire. Allez, monsieur Métoumi, on ne vous entend pas toujours beaucoup parler de sport. La Côte d'Ivoire va abriter donc la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Regard globalement sur l'organisation de l'Afrique et puis sur nos éléphants aussi. Oui, mais moi, je pense que je suis un grand admirateur de football, contrairement à je l'ai senti. Hein. Même si vous n'êtes pas très gros. Voilà, ouais, mais Laurent n'était pas gros. C'est ça. Je pense que vous avez de belles années quand même, sans ça. J'ai joué au numéro 11. Ah ouais, voilà. Donc, j'ai fait un peu de voici. Et puis, j'ai fait du handball aussi. Ah, ok. Ah, grand sportif. Ce doigt-là, c'est un gardien d'handball. C'est le ballon de handball qui a fait. Mais non, je pense que c'est un événement extrêmement important. Okay. Et voyez-vous, tout part du PDCI RDA.
En 84, on a organisé la Coupe d'Afrique. Nous avons été humiliés. Et le président Houphouët-Boigny a pris la nation à témoin pour dire qu'on a trop vite qualifié les joueurs des éléphants alors que c'était des éléphantaux. Qu'il allait s'organiser pour qu'ils deviennent des éléphants et remporter la Coupe. Et on a mis une politique. On a mis une politique. Le président a mis 2 mamelles, 2 piliers. L'ASEC d'Abidjan et l'Africa Sport. L'Africa était dirigé par son beau-frère et l'ASEC par un de ses neveux. Et il a créé une condition de financement de ce sport-là. En 92, Dieu a fait qu'il a remporté la Coupe avant de partir. Oui. Donc, rien ne se fait au hasard. Et après, vous avez vu que l'ASEC d'Abidjan a produit plein d'internationaux, etc., qui sont venus alimenter. Ce que nous déplorons aujourd'hui, c'est que cet espace de promotion, de compétition de notre football local qui va sortir des gens parler, je pense que là, il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire. Maintenant, l'organisation, j'ai vu que le Premier ministre est parti en France pour aller faire des choses. Moi, je pense qu'il faut promouvoir les compétences locales. Il y en a beaucoup. Les champions nationaux. Quand on regarde bien, il y a des cadres ivoiriens qui sont capables, du point de vue logistique, du point de vue informatique, du point de vue de formation, qui peuvent faire. Et M. Bredoumi, le COCAN, c'est constitué uniquement de cadres ivoiriens. Le comité d'organisation de la CAN. Oui, mais quand on va où? Vous parlez des prestataires, en fait. Non, on va où? Est-ce qu'on est obligé d'aller où on est parti là pour le faire? Je n'ai pas dit. Est-ce qu'on est obligé? On dit pour la billetterie. Ah, ça, c'est pour aller chez des prestataires, en fait. Ok, d'accord. Non, là, je comprends. Honorable Soumaïla Bredoumi, merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau.